c'est plus le Netanyahou d'il y a 10 ans. On comprend maintenant qu'il ne tient compte de personne. On l'a vu avec l'expérience de Gantz. Si c'est pour être à ses côtés comme un pantin, ça n'a aucun intérêt. On ne pourra pas gouverner avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Karine Dana. Karine, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes la responsable du département francophone au sein du parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Et avec vous, je voudrais avoir votre appréciation de cette affaire de la procureure générale. Vous pensez qu'elle a mal agi, qu'elle a outrepassé ses fonctions et qu'elle finalement elle est rentrée dans un cercle vicieux dans lequel elle ne peut plus duquel elle ne peut plus se sortir? Ce qu'elle a fait est très grave. Ce qu'elle a fait porte atteinte à notre armée. C'est pas pour rien qu'il y a des tribunaux militaires. On jette pas les soldats aux pâtures des médias comme ça. Ce qu'elle a fait, il y a aucune justification. C'est très grave. Maintenant, ceci dit, Qu'est-ce qui est plus grave, évidemment. Karine? C'est d'avoir divulgué ce film, cette vidéo, ou d'avoir, on va dire, menti depuis plus d'un an, par exemple, à différentes instances comme la Cour suprême, y compris sous serment, en affirmant bien qu'elle ne savait pas, n'était pas capable de déterminer qui avait fait fuiter cette vidéo alors que c'est elle qui l'a fait. Bah, les deux, elle a menti et puis ce qu'elle a fait en soi, c'est très grave d'avoir divulgué cette vidéo et le fait aussi d'avoir menti à la justice, forcément, ça aggrave son cas, on va dire. Mais ceci dit, il faut absolument qu'il y ait une enquête, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Le mal est fait, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas enquêter, qu'il faut pas comprendre. On ne sait pas en fait ce qu'il y a eu. Il y a eu forcément, si elle a menti, ça montre qu'il y a quand même un processus enfin, il y a une corruption quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Elle a eu ou bien des pressions, je sais pas, ou bien son initiative. On ne sait pas. Il n'y a pas eu encore d'enquête, mais l'enquête aussi doit être faite, mais aussi elle doit remonter à tous les niveaux du processus, à tous les niveaux de la corruption et tenter quand même d'assainir un petit peu ces phénomènes de corruption qui sont très graves et très Alors, préjudiciables. je ne sais pas s'il y a véritablement on peut parler de corruption. En tout cas, on peut parler de faute grave de la part de la procureure générale militaire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il est possible d'accorder à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barab-Miara, la possibilité d'enquêter, que ce soit elle qui puisse enquêter sur les agissements de la générale Tomer Yerushalmi, alors qu'il est possible qu'il y ait une proximité et qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les deux femmes? C'est vrai que c'est une question, mais de toute façon, c'est au cours de l'enquête qu'on va pouvoir découvrir un petit peu ce qu'il en est, si vraiment elle a des liens ou pas. Même si c'est elle qui le mène, elle n'est pas seule dans son enquête quand même. Mhm. Et par contre, on peut supposer quand même qu'il y a eu, on peut parler de corruption, puisqu'il s'est passé quand même un, un certain nombre de phénomènes là-bas qui Qui démontrent sont... quand même qu'il y a plusieurs personnes impliquées Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes impliquées. La question que je voudrais vous poser finalement sur le fond, lorsqu'on prend un peu de recul dans cette affaire-là, est-ce que cette affaire, elle n'est pas révélatrice, on va dire, d'une situation, on va dire, vous parliez de corruption, mais d'une situation qui est problématique au sein du parquet militaire et qui nécessite justement d'enclencher une réforme dans le système judiciaire israélien, une réforme comme le souhaite par exemple depuis plus de 3 ans le ministre de la Justice Yariv Levin, mais peut-être pas obligatoirement avec autant de force, mais que cela justifie quelque part qu'il y ait une réforme dans le système juridique israélien aujourd'hui. Je suis entièrement favorable à une réforme, mais pas à la réforme de Lévin. Il faut qu'il y ait une réforme, non pas qui enlève, qui donne tous les pouvoirs à la Knesset, qui enlève, qui supprime les contre-pouvoirs, mais une réforme justement qui répartisse les contre-pouvoirs, c'est-à-dire de rajouter des instances. C'est vrai que la Cour suprême a un poids énorme sur elle, qui est trop.
qui est exagéré. Et d'autre part, il y a pas, c'est pas seulement le problème au niveau c'est pas le seul problème au niveau du système judiciaire. Il y a beaucoup d'autres points de dysfonctionnement qu'il faut réformer, ne serait-ce que même dans les tribunaux. Classiques, il suffit de côtoyer des avocats pour savoir que le système est complètement submergé, ne fonctionne pas bien, et évidemment qu'il faut s'en occuper, qu'il faut réformer, mais il faut une réforme qui soit, comment dire, pas, Qu'il soit fait euh, de manière qui ne soit pas coercitive, c'est-à-dire qu'il soit fait d'un commun accord avec, on va dire, exactement, qu'il y ait un l'opposition et la consensus coalition. minimum quand même, qu'il ne soit pas unilatéral, une décision comme ça, parce que la réforme qui avait été proposée n'était pas acceptable. Mais c'est certain qu'il faut réformer le système judiciaire. Est-ce que, à votre avis, cette affaire-là remet en cause l'affaire justement des soldats réservistes de la force 100? Est-ce que finalement on doit terminer cette affaire par un non-lieu dans la mesure où il y a eu visiblement vice de forme d'une certaine manière dans cette affaire? Et puis en plus, on a appris hier que le principal, le Gazaoui qui était impliqué dans cette affaire et qui avait été violenté apparemment par les soldats, a été libéré dans le cadre de l'accord qui a permis la libération des otages et qu'il est aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc est-ce que finalement aujourd'hui, vous croyez que cette affaire, cette inculpation, les faits reprochés aux soldats réservistes de la force 100, eh bien c'est une enquête qui doit aboutir ou finalement il faut terminer cela par un non-lieu? Non, il faut faire l'enquête. S'ils ont commis ou des fautes ou des crimes, il faut l'éclaircir, c'est clair. Maintenant, c'est pas parce que quelques soldats ont commis peut-être, on ne sait pas, hein, des erreurs que ça doit comment dire, devenir une généralité pour tout un secteur de l'armée. Mais ce qu'il faut aussi euh, ce qu'on peut aussi constater dans cette affaire, c'est que c'est imbriqué dans d'autres choses. Bon, on n'a pas encore l'enquête, on peut pas Oui. donner de réponses et faire des hypothèses aléatoires, mais on voit quand même qu'il y a eu tout un phénomène autour de ça. Et puis on voit aussi de manière générale des phénomènes à répétition, des instrumentalisations de l'armée, même du judaïsme, la politisation comme ça au sein du gouvernement du judaïsme, euh, qui autour, comme on l'a vu par exemple avec la grosse manifestation des Haredim, un gouvernement qui n'arrive pas à imposer sa loi, qui rentre dans des manigances politiciennes pour se maintenir. C'est Alors, une image qui encourage aussi, peut-être, sûrement d'ailleurs, des comportements pas très nets et voire de corruption. alors, je ne sais pas, si on prend encore un peu plus de recul dans cette situation actuelle, puisque vous le décrivez, vous dites qu'il y a véritablement des problèmes dans les différents secteurs. Vous parlez des orthodoxes maintenant, effectivement, on en a beaucoup parlé. Le système juridique, est-ce que finalement, voilà, on est le gouvernement, la coalition gouvernementale finalement de manière assez stupéfiante parvient après une année de contestation contre la réforme judiciaire, 2 ans de guerre, parvient à se maintenir et donne le sentiment qu'il pourrait encore se maintenir un an. Pourquoi finalement ne pas enclencher pourquoi Yair Lapid, votre leader, eh bien, ne fait pas une proposition qui pourrait totalement, on va dire, bouleverser la donne et peut-être proposer de rentrer dans un gouvernement, une sorte de gouvernement de salut public aujourd'hui, qui serait chargé de gérer justement tous ces dossiers parce que, par exemple, cela permettrait de voter une loi qui empêche la dispense de service militaire pour les orthodoxes. Cela pourrait permettre d'enclencher une réforme judiciaire, juridique qui soit acceptée, on va dire, par l'ensemble des mouvements sionistes du centre, de la droite, peut-être même de la gauche. Pourquoi finalement ne pas prendre une telle initiative et rester, on va dire, dans cette opposition farouche à Netanyahou? D'abord, il y a deux raisons. D'abord, c'est une hypothèse il y a
très peu de chances, et même il y a presque, enfin, on sait pratiquement qu'il n'y a aucune chose que Netanyahou le veuille, qu'il accepte de toute façon une telle proposition. Je pense pas Mais qu'il il suffit de la est d'accord. proposer. Il suffit de la Mais proposer. deuxièmement, oui, mais Parce que deuxièmement, vous savez, Karine, vous savez que entrer dans un gouvernement avec lui, on comprend maintenant, c'est plus le Netanyahou d'il y a 10 ans. On comprend maintenant qu'il ne tient compte de personne. On l'a vu avec l'expérience de Gantz, qui a dû ressortir parce qu'il se sentait comme un pantin, pas écouté, sans influence. Et donc, si c'est pour être à ses côtés comme un pantin, ça n'a aucun intérêt. On ne pourra pas faire les réformes et les lois qu'on doit faire. oui, mais on lui reproche à Netanyahou d'être prisonnier de l'extrême droite, de la droite de Ben Gvir et de Smotrich. En proposant l'initiative d'un gouvernement, comme je le disais, peut-être de Salon Public ou d'Union nationale, eh bien, on permet à Netanyahou on va dire, de se débarrasser, ou en tout cas de neutraliser l'impact de la droite radicale, et de former un gouvernement plus centriste qui peut, on va dire, assainir l'atmosphère qui règne dans la société israélienne et faire voter des lois qui seront véritablement des lois qui changeront la réalité. Et on ne peut pas gouverner avec quelqu'un en qui on n'a pas confiance, qui agit, comme on l'a vu par exemple pendant le gouvernement. Pourquoi le gouvernement Bennett-Lapid est tombé? Parce qu'il y a eu des corruptions au niveau des députés qui ont été, on va dire, entre guillemets, achetés pour quitter, pour faire tomber le gouvernement. Comment voulez-vous gouverner avec quelqu'un en qui on n'a plus confiance? C'est impossible. D'autre part, Netanyahou n'a pas l'air de tellement souffrir. Là, on dit ça, c'est un petit peu gentil de dire ça qu'il est coincé parce que finalement, il n'a pas l'air de tant en souffrir. Sinon, il aurait fait lui-même ses propositions pour se débarrasser des extrémistes avec qui il est dans la coalition. Donc, cette option, elle ne vous paraît pas réaliste aujourd'hui, et donc on va se retrouver vers des élections avec la possibilité que un tel gouvernement de droite puisse à nouveau être reformé au lendemain de ces élections, n'est-ce pas? Il y a toujours un risque. J'espère que les Israéliens vont voter de manière éclairée, qu'ils vont voir les dysfonctionnements, toutes les corruptions qui se passent en ce moment, qui sont vraiment, qui détruisent le pays. Et d'autre part, la ligne politique de Netanyahou est devenue, elle a depuis longtemps, mais là c'est devenu extrême. C'est vraiment la division, instrumentaliser les citoyens. Pour inciter à la division. Eh bien, Karine, Dana, on va en rester là. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir donné votre avis essentiellement donc, sur cette affaire de la procureure militaire générale. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes représentante des francophones au sein du parti Yesh Atid, le parti de Yair Lapid. Merci encore, Karine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.